bienvenue sur la panafricaine Médian et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief, un numéro consacré à la gestion des ressources en eau et à la question des eaux transfrontalières, plus particulièrement la question de l'hydrodiplomatie. À travers le monde, l'eau constitue une source à la fois vitale, précieuse et rare, ce qui en appelle à une gestion efficace et intégrée de la ressource, surtout sur le continent africain. Cette gestion des ressources en eau consiste à planifier, développer et gérer les ressources hydriques en termes de quantité, de qualité et des usages qui en sont faits. Ainsi, s'attaquer à la sécurité de l'eau revient à mieux la gérer. Quels enjeux liés à la sécurité hydrique sur le continent africain? Quel mécanisme de gestion efficace des ressources en eau pour les générations futures? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous restons sur la question de la gestion des ressources en eau, mais cette fois pour parler de l'hydrodiplomatie dans la gestion des eaux transfrontalières. Ces eaux transfrontalières sont des ressources hydriques telles que les fleuves, lacs et autres cours d'eau qui chevauchent les frontières politiques de deux ou plusieurs États. À cet effet, les actions menées par un pays sur une ressource en eau transfrontalières peuvent avoir des répercussions sur un autre pays ou d'autres États également et vice-versa, d'où l'importance du recours à la diplomatie de l'eau pour prévenir ou résoudre les conflits. Quels défis liés à la gestion des eaux transfrontalières? Quelle contribution de l'hydrodiplomatie à la gestion de ces eaux transfrontalières? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Amadou Gueye, vous êtes expert en eau et assainissement, également chercheur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci M. Sow de cette invitation pour parler d'un sujet assez important, pour ne pas dire capital, qui est la question de l'eau. Merci aussi pour cette disponibilité. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que c'est votre première participation au débrief. Également en face de vous, M. Elhadji Elimane Fall. Également, vous êtes expert en gestion des ressources en eau. C'est également votre première participation au débrief. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, M. Daouda Sow. D'abord de votre accueil, mais également de cette belle opportunité que vous nous offrez à travers cette invitation de venir parler de cette question fondamentale de l'eau qui aujourd'hui constitue, comme depuis toujours, l'élément moteur à partir duquel nous devons bâtir le développement économique et social de nos États, de notre continent. Et tout le plaisir nous revient, M. Fall. Je reste d'ailleurs avec vous. Ce continent africain est souvent confronté à des niveaux élevés de stress hydrique, d'où l'importance aujourd'hui d'une bonne gestion des ressources en eau. Je le rappelais en introduction. Justement, à quoi consiste la gestion des ressources en eau? La gestion des ressources en eau constitue d'abord à planifier, à gérer, à mesurer l'ensemble des ressources en eau disponibles aussi bien en surface comme dans le sous-sol. Il convient d'abord de faire un état des lieux des ressources en eau au niveau du continent africain. Nous avons un continent arrosé par de grands cours d'eau, mais également marqué par une variabilité spatio-temporelle. Nous avons des zones où nous avons de l'eau en abondance, comme dans le centre de l'Afrique, au niveau du bassin du fleuve Congo. Nous avons de l'eau en abondance avec des cours d'eau et des débits assez importants, mais également nous avons quelque part, comme vers la Corne de l'Afrique ou dans le Sahel, des zones qui sont confrontées très souvent à des stress hydriques assez importants, d'où l'importance de travailler sur une bonne gestion afin d'harmoniser à ce que les zones excédentaires puissent donc transférer une bonne partie de leur excédent d'eau brute à ces zones-là que nous considérons comme déficitaires afin d'avoir donc un travail assez équilibré sur le plan de la gestion. Donc la gestion des ressources en eau consiste à apporter de l'eau partout où le besoin le fait sentir en quantité et en qualité. Si l'on vous suit bien, cette gestion et cette planification permet surtout une certaine équité aujourd'hui dans la répartition de ces ressources en eau, peut-être pour un accès pour tous. Exactement. Nous tendons et nous travaillons à tendre vers cette équité-là. Essayer de travailler de sorte que, à ce que là où le besoin fait sentir,
là où nous avons des populations, là où nous avons des activités humaines, là où nous avons un écosystème qui a besoin d'un débit minimal donc, hydrologique, travailler à équilibrer ces besoins-là, ce qui fait que les zones excédentaires, comment faire des transferts intra-bassins, comment faire des transferts d'eau à partir de ces zones-là vers les zones déficitaires. Et aujourd'hui, nous avons commencé quand même à avoir des zones, en fait, la superficie des zones qui sont en déficit commence à gagner de l'ampleur avec surtout l'avènement, ce qu'on appelle des changements climatiques qui agissent sérieusement sur certaines zones et les stress commencent à se sentir, d'où aujourd'hui l'importance de travailler sur la question de la gestion afin donc de permettre à l'ensemble des populations dans les années à venir. Et ce qui en appelle à une meilleure gestion et une meilleure planification de ces ressources hydriques existantes là. Et M. Gueye, le continent africain dispose également d'un important potentiel de ressources hydriques inexploitées. Il l'a rappelé tout à l'heure, il y a certaines parties aujourd'hui de l'Afrique où ils ont de l'eau en abondance, dans d'autres pas tellement. Aujourd'hui, que ce soit des eaux de surface ou bien même des eaux souterraines, comment aujourd'hui relever alors ces défis liés à la gestion de ces ressources-là pour mieux répondre aux besoins en eau sur le continent? Je pense qu'il a abordé un peu en répondant à la question, parce que lorsqu'on parle de gestion, il faut d'abord avoir la connaissance de la ressource. Je pense là où on doit investir en Afrique, c'est d'abord sur la connaissance de la ressource, à la fois la ressource des eaux souterraines, plutôt de surface, mais plus fondamental aussi, c'est les eaux souterraines. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réservoir assez importante qui est là, mais qui n'est pas très connue par rapport à un peu la cartographie connue en termes, j'allais dire, de localisation et autres. Mais en termes de quantité et de qualité, je pense qu'il y a un investissement à faire à ce niveau-là. Et d'où l'importance aujourd'hui d'intégrer l'aspect de la connaissance sur cela. Et je pense que la recherche doit jouer un rôle fondamental en termes de quantification et de connaître ces ressources-là. C'est à partir de cette connaissance de la ressource-là que nous pouvons faire une planification orientée par rapport aux différents usages de l'eau, parce que l'eau aussi, c'est un intrant qui est partagé par plusieurs secteurs, presque géré par le secteur de l'eau, mais cette gestion aussi, elle doit être intégrée et participative. Donc je pense qu'à toutes les échelles, à l'échelle d'abord du continent, il y a aujourd'hui quand même, là c'est plutôt l'AMCAO, peut-être on va en reparler. On va en reparler. On reste sur un point que vous avez soulevé aujourd'hui, la nécessité d'associer la recherche. On reste sur ce point-là. Aujourd'hui, quelle place, selon vous, doit occuper la recherche scientifique, surtout pluridisciplinaire, en intégrant plusieurs des secteurs aujourd'hui, pour mieux gérer cette question-là, qui est la question de ces ressources en eau? Pour moi, la recherche doit être un élément central de la gestion de l'eau. Aujourd'hui, il y a un courant, bon, c'est développé depuis, mais plus dans le domaine de la médecine, mais commence à prendre dans les autres secteurs. C'est Evidence Informed Policy. Comment aujourd'hui les évidences peuvent informer les policiers en termes de mettre en mise en place de ces policies-là, mais aussi de leur élaboration des programmes. Et le lien que doit avoir la recherche et un peu les politiques, pour moi, n'est pas assez huilé. L'écosystème est là. On a les chercheurs qui sont là, qui travaillent sur ces questions. On a plus ou moins les décideurs politiques qui sont là, qui travaillent à cette question. Mais maintenant, comment créer quand même un écosystème qu'aujourd'hui, ces différents chercheurs-là puissent parler aux décideurs. Mais ça doit... En fait, le début de cela, c'est qu'il faut que les chercheurs soient au courant ou bien au parfum des problématiques ou des programmes qui sont développés par ces décideurs-là, pour qu'ils puissent intégrer ces éléments de recherche, apporter des solutions qui peuvent plus ou moins être intégrées dans la politique de manière globale de l'eau, mais aussi dans la mise en œuvre des programmes et des projets au niveau de l'État. Et cette question des politiques publiques adossées à des évidences également est beaucoup utilisée aussi dans le domaine de l'environnement et surtout les questions de changement climatique. Et j'en viens à vous. Selon vous, M. Fall, quelle place aujourd'hui doit occuper la recherche ou bien cette interdisciplinarité, quelle place doit-elle occuper dans votre domaine, c'est-à-dire la gestion des ressources en eau? Elle doit occuper une place primordiale, centrale dans la gestion du sol, parce que on ne peut pas gérer ce que l'on ignore. On ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas. On ne peut pas gérer une ressource
dont on ignore les tenants et les aboutissants. Alors, la recherche aujourd'hui, elle est fondamentale en ce qu'elle permet de connaître d'abord l'élément sur lequel on travaille afin de planifier, et c'est en ce moment seulement que l'on pourra avoir une bonne gestion. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si nous voulons gérer la gestion des crues, si nous voulons maîtriser la gestion des crues, il faudra d'abord en amont avoir toute cette science, toute cette ingénierie qui nous permet de comprendre que si une crue est déclenchée d'une station A vers une station B, quelle est la connaissance d'arrêt qui nous permet de comprendre les ondes de propagation des crues, leur vitesse et le temps de propagation, afin de permettre de planifier et d'annoncer à l'amont les populations donc riveraines ou qui sont à la balle de se préparer afin de pouvoir donc se protéger de ces questions-là. Alors, cette question de la recherche, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Guèye, elle doit être fondamentale, mais surtout articulée, parce que la recherche à elle seule ne suffit pas. Elle a besoin surtout d'être soutenue, d'être accompagnée, d'être renforcée par ceux-là qui ont donc la décision, le pouvoir de décision, les autorités. Alors, en ce moment, nous parviendrons à avoir les outils nécessaires quand on élabore les bases théoriques et également ceux qui ont la décision de permettre de créer les instruments pratiques. Et en ce moment-là, s'il y a une très bonne connexion, on parviendra à avoir une gestion. Vous nécessitez à renforcer aujourd'hui la collaboration entre décideurs publics et également chercheurs. Exact. Et les crues dont vous avez parlé tout à l'heure, je parle sous votre supervision. Je pense que c'est lorsqu'un cours d'eau aujourd'hui sort de son lit, aujourd'hui sort de sa lit plutôt, pour aller vers des habitations et autres. Et ce continent africain également, on voit également que l'eau est au cœur de nombreux enjeux et autres défis. Aujourd'hui, on fait face à la question des changements climatiques, à la sécurité alimentaire, à la santé, à la biodiversité. Tout cela également sont des questions liées à l'eau. Quelle lecture donc vous faites des effets aujourd'hui de ces changements climatiques sur les ressources hydriques en Afrique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau est d'abord le premier marqueur des effets des changements climatiques. Les changements climatiques peuvent se manifester de différents ordres, mais c'est à travers l'eau que l'on parvient effectivement à voir les conséquences. Même si peut-être ceux qui ne sont pas trop initiés ou bien les populations qui ne sont pas trop instruites entendent parler de changements climatiques dont peut-être elles ne comprennent pas les enjeux et les effets, on peut les appeler à voir au niveau de la variabilité pluviométrique. Interrogeons un peu les doyens d'âge par rapport à nous. Effectivement, une des questions évidentes serait de dire qu'il pleuvait plus par rapport à aujourd'hui. Ou bien la fréquence des pluies est beaucoup plus rare aujourd'hui par rapport aux années passées. Actuellement, les changements climatiques interviennent surtout au niveau d'une dualité, comme j'ai l'habitude de dire. Désormais, nous vivons dans une dualité climatique. Soit ça pleut trop, ça donne des catastrophes comme des inondations, ou ça ne pleut pas assez, ce qui est encore beaucoup plus grave, avec des sécheresses. Donc, à tous les niveaux, il nous faut avoir une vision à long terme, mais également en développant des politiques de mitigation pour accompagner les populations en cas de catastrophe. Donc, il ne faut pas seulement voir les changements climatiques comme la manifestation de ces phénomènes à travers les crues, à travers les inondations fluviales, mais également, il faudra se rappeler que des fois, il peut ne pas voir comme nous le souhaitons, et en ce moment également, la question de la sécurité alimentaire que nous sommes en train de prendre vraiment à bras le corps au niveau du gouvernement du Sénégal et un peu partout en Afrique, comme la question de l'autosuffisance alimentaire, la question de cette sécurité alimentaire-là. Si on ne peut pas avoir une eau en abondance, ça crée également des situations qui nous mettent dans des situations quand même vraiment un peu comme... J'aimerais qu'on reste sur un point que vous avez développé tout à l'heure, c'est la question aujourd'hui de la saison des pluies et des pluies aujourd'hui. En Afrique, la question des pluies ou bien en saison des pluies, les inondations constituent une certaine psychose pour les populations, mais est-ce que cela ne devait pas aussi être une opportunité pour ces États africains, à savoir une réutilisation aujourd'hui de ces ressources en eau à d'autres fins, que ce soit pour l'agriculture ou à d'autres fins? Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie doit aller dans ce sens-là. Ilman a parlé d'une dualité importante qu'il faudrait peut-être commencer par là, parce que la gestion de ça, soit il y a beaucoup d'eau, soit il n'y en a pas. Et dans le sillage un peu des changements climatiques en Afrique, on est plus dans des situations où l'eau manque. Et ceci appelle à une gestion intégrée, mais sécurisée de l'eau.
cette gestion-là doit faire de sorte que toutes les sources d'eau possibles soient valorisées afin vraiment de sécuriser la demande en termes d'eau et aussi pouvoir faire de sorte que tout secteur qui a besoin de l'eau puisse l'avoir. Donc ça appelle un peu une stratégie de gestion de ces inondations-là. Souvent, on a un focus dramatique de la situation des pluies qui se conjugue aussi avec la manière dont nous habitons. Donc souvent, les inondations, c'est créé en amont en termes de l'urbanisation de nos villes par rapport au circuit d'eau. On ne va pas rentrer sur ces questions-là. Mais dire qu'aujourd'hui, quand même, la planification doit aller dans le sens de récupérer ces eaux-là pour pouvoir déjà les capturer par rapport à des technologies qui sont connues. Mais après, derrière, mettre aujourd'hui une économie de circulaire à travers ces... Si on reste avec la planification dont vous parlez, on voit certains pays aujourd'hui comme le Maroc aujourd'hui qui fait souvent face également à un stress hydrique. La question des barrages aujourd'hui, lorsqu'il y a saison des pluies également, il y a de l'eau qui est récupérée et conservée à travers des barrages et utilisée aujourd'hui à d'autres fins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution pareille, c'est-à-dire en captant l'eau à travers des barrages pour des réutilisations futures aujourd'hui, pourrait être aussi une opportunité pour d'autres pays africains à travers le partage de bonnes pratiques peut-être? Bon, en fait, les barrages, c'est un outil. L'essentiel est qu'il doit avoir des conditions qui méritent plutôt qui militent pour l'implantation de ces ouvrages-là. C'est des ouvrages de captage. Mais je ne pense pas, lorsqu'on parle de l'inondation à l'échelle des villes et des trucs, je pense que c'est plutôt, on va s'orienter vers des bassins. Maintenant, lorsqu'il s'agit plutôt de la gestion du fleuve en termes de crues, je pense que c'est des ouvrages qui peuvent être utilisés. Et pour revenir à ta question relative un peu au partage de connaissances, je pense qu'on doit aussi travailler dans ce sens-là. Il y a aujourd'hui des pays qui ont quand même une expérience en termes de cette gestion de l'eau lorsqu'elle manque. Il y a aussi peut-être des pays qui ont une expérience de gestion de l'eau lorsqu'il y a un peu abandonnement. Mais je pense qu'il faut quand même créer un environnement qui permet quand même à ces pays ou à ces institutions de partager. Il y en a déjà en Afrique, il y a l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, il y a AMCAO qui sont aujourd'hui des plateformes au niveau africain qui permet quand même d'échanger sur ces bonnes pratiques-là et ces expériences. Et sur la question des changements climatiques ou bien les effets du changement climatique aujourd'hui sur cette ressource-là que constitue l'eau, quelle place aujourd'hui pourrait occuper la gestion intégrée, puisque vous revenez depuis tout à l'heure dans votre développement sur la nécessité d'avoir une gestion intégrée des ressources en eau. Aujourd'hui, quelle contribution de cette gestion intégrée des ressources en eau et des financements également et des financements d'infrastructures résilientes aujourd'hui, quelle place cela pourrait avoir dans l'efficacité aujourd'hui d'une meilleure gestion de cette ressource? Non, je pense qu'au début de l'émission, avant qu'on commence l'enregistrement, on a parlé un peu le nexus qu'on a eu lors de la journée mondiale de l'eau où on avait le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement en collaboration avec le ministère de l'environnement pour discuter la question de l'eau parce qu'il s'agissait aussi de la fonte des glaces qui est plus ou moins liée au changement climatique. Pour dire juste qu'aujourd'hui, la problématique de l'eau est telle que la complexité de la problématique de l'eau est telle qu'on ne peut pas la gérer de manière sectorielle. Donc, ça appelle quand même une gestion intégrée en termes d'usagers, parce que l'eau aussi est partagée avec plusieurs usages, mais aussi à travers ces usages-là aussi, on a plusieurs institutions qui gèrent l'eau. Et cette institution aussi à plusieurs niveaux, au niveau africain, au niveau sous-régional, au niveau pays, au niveau département. Donc, on voit qu'il y a plusieurs acteurs à des échelles assez différentes qui gèrent cette eau-là, avec parfois des usages contradictoires. Et M. Fall, j'aimerais vous interpeller sur un point. Tout à l'heure, nous parlions de l'importance de la recherche, allier la recherche avec également les décisions ou bien les politiques publiques. J'aimerais vous interpeller sur un autre point, à savoir le développement aujourd'hui de la technologie et même du numérique. Selon vous, quelle place aujourd'hui ou bien quelle contribution de l'intelligence artificielle et de la maîtrise aujourd'hui des grandes données dans la gestion de cette ressource-là qui est l'eau? Actuellement, je ne parle pas seulement de la question de l'eau et de sa gestion. Dans tous les autres secteurs de la vie, je pense qu'il faudra apprendre à travailler avec l'évolution rapide de la technologie
au risque vraiment d'être laissés en rade par rapport à l'évolution et à la marche du monde. Pour revenir sur le cas spécifique de la gestion de l'eau, je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous, dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, prendre en compte l'évolution de la technologie, les nouvelles découvertes, afin de maximiser notre gestion et de la rendre beaucoup plus importante et efficiente donc, sur le plan de la question de l'eau. Je donne un exemple aujourd'hui, nous qui sommes au niveau de la division hydrologie, qui gérons les eaux de surface, nous avions de par le passé toujours suivi nos cours d'eau, assuré un suivi régulier à travers les outils qui sont certes aujourd'hui rudimentaires, mais toujours importants, mais qui sont aujourd'hui, qui commencent à être dépassés. On avait ce qu'on appelle des échelles limnométriques. Ça nous permettrait d'avoir ce qu'on appelle les hauteurs d'eau au niveau de nos différentes stations que nous avons. Mais, de par le passé également, il fallait toujours procéder à ce qu'on appelle le tarage de ces stations-là, afin de pouvoir convertir les hauteurs d'eau qui nous sont données par les éléments d'échelle limnométrique pour donc avoir ce qu'on appelle le débit. Actuellement, nous sommes en train de quitter petit à petit cette pratique ancienne pour donc nous arrimer au niveau donc de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle des stations automatiques hydrométriques. Ce sont des stations que nous installons au niveau de nos cours d'eau et qui font ce qu'on appelle une télétransmission à temps réel. Une station à Bakel ou une station à Gouloumbou ou une station à Niamey, alors que là, je suis dans mon bureau avec ma machine et avec donc ce qu'on appelle la connexion Internet, je peux avoir en temps réel, au pas de temps, soit peut-être 15 minutes ou bien une heure de temps, ça dépend de la configuration, avoir la donnée automatiquement là où je suis sans même pour le temps de se déplacer. Je pense Pour l'importance également de la maîtrise des données également et de ces outils technologiques pour arriver à une meilleure gestion des ressources en eau. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de l'hydrodiplomatie et de quelle contribution de l'hydrodiplomatie dans la gestion des eaux transfrontalières. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Monsieur Gueye, l'hydrodiplomatie est un concept émergent en géopolitique qui renvoie à la gestion des ressources en eau à des fins de coopération internationale. Que vous inspire ce concept déjà, avant d'en venir au développement en profondeur? En fait, ce concept d'hydrodiplomatie qui est quand même emprunté de la diplomatie de manière globale, mais qui est un peu ramené à l'échelle de l'eau, comme vous le connaissez, c'est un élément peut-être le plus partagé. L'eau est toujours partagée, soit à l'échelle des usages, soit à l'échelle des pays, soit à l'échelle même dans le pays. Donc, ce qui fait que sa gestion partagée avec plusieurs usagers appelle quand même à une certaine concertation de ces acteurs-là. Donc, je pense que c'est d'où partie l'idée de concertation, et ce mot diplomatie est lié un peu à l'eau pour dire que c'est une ressource dont vraiment la gestion appelle à la concertation des acteurs pour une meilleure gestion et une planification, pour que chacun de ces acteurs-là puisse l'utiliser à bon escient. Et aussi, l'eau en tant que ressource rare appelle quand même à une gestion beaucoup plus efficiente pour avoir un peu dans la durée, mais pour pouvoir aussi satisfaire à tous les besoins. Et restons sur la gestion de cette ressource dont vous parlez. La gestion et l'utilisation de ces eaux internationales peuvent d'ailleurs être source de tensions et de conflits, que ce soit des conflits intercommunautaires ou même des conflits inter-États. Comment l'hydrodiplomatie pourrait contribuer à apporter des solutions permettant aujourd'hui de résoudre aujourd'hui ces crises ou bien ces conflits qui peuvent émaner de cette question de gestion de ces ressources transfrontalières? Bon, l'hydrodiplomatie, quand même, comme je l'avais dit, reste aujourd'hui un outil puissant qui est utilisé à l'échelle des États, à l'échelle même du pays, pour pouvoir un peu prévenir à ces tensions, mais aussi à ces conflits qui peuvent émaner un peu de l'utilisation contradictoire des ressources en eau. Déjà, le fait d'avoir cette plateforme-là, parce que l'hydrodiplomatie permet d'avoir quand même une plateforme d'échange entre les acteurs. Donc, le fait que les acteurs échangent sur un peu déjà la ressource, mais aussi l'utilisation concertée de la ressource, permet quand même de prévenir ces conflits-là. Et à travers cette hydrodiplomatie, on a quand même aujourd'hui des organisations au niveau international à travers, par exemple, les Nations Unies,
de manière globale, on a un peu ces cadres qui sont développés, notamment la question de l'eau sur l'ODD6 qui a quand même regroupe plus ou moins les pays sur un peu un agenda beaucoup plus global, comment l'eau devrait être gérée. À l'échelle aussi, par exemple, du continent, peut-être qui nous concerne l'Afrique, on a aujourd'hui des plateformes, je peux citer AMCAO, le Conseil des ministres africains, qui constitue aussi une plateforme pour pouvoir débattre de ces questions-là. Je pense que cette hydrodiplomatie, je pense en résumé, offre aujourd'hui le cadre pour pouvoir un peu se concerter sur la question de l'eau afin de définir un agenda commun, mais aussi de pouvoir prévenir certaines tensions au niveau national et au niveau international. Et Monsieur Iliman Abdoul Fall, par rapport à ce dont il vient de parler tout à l'heure, quelle place aussi peut occuper la coopération, que ce soit une coopération multilatérale ou bien même bilatérale entre deux États, quelle place peut occuper la coopération ou bien quel impact de la coopération dans la gestion de ces eaux transfrontalières? Merci beaucoup. Je pense que M. Gueye a commencé déjà à développer une bonne partie de cette question, mais je pense que le terme ou le concept hydrodiplomatie, c'est un concept nouveau qui commence à faire tache d'huile dans le langage diplomatique international. Mais dans la pratique, nous avons toujours eu à travailler sur des aspects de coopération et qui ont quand même donné des résultats. Je pense que c'est avec l'événement vraiment qui a réussi l'organisation du Forum mondial de l'eau à Dakar. Et c'est à la sortie de ça qu'il y a vraiment des efforts qui ont accompagné derrière tous les résultats et qui est parvenu à placer ou replacer le Sénégal au niveau vraiment du sommet des Conseils des Nations sur la question de la gestion de l'eau. Mais par exemple, nous avions toujours eu des relations de coopération dans la gestion de cette eau partagée-là. Exemple, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Je pense que c'est un exemple de coopération vraiment réussi et qui est aujourd'hui cité en modèle au niveau international. Et dans le cadre également des bénéfices de ces coopérations-là, on peut même aller penser qu'il y a eu un petit conflit qu'il y a eu entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989. Et je pense qu'à l'époque, les relations diplomatiques vraiment étaient gelées, sauf dans le cadre de ce qu'on appelle l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et je pense d'ailleurs, c'est à partir de cette organisation pour la mise en valeur du Sénégal que les gens ont commencé à parler de petit à petit des autres questions à partir des rencontres comme la CPE, à partir des rencontres comme la conférence des chefs d'État et de gouvernement, à partir de la rencontre comme le Conseil des ministres, que les gens sont parvenus. Donc, dès l'instant que l'eau, nous sommes conscients, nous humains, que beaucoup de choses peuvent nous différencier et que chacun essaie de vivre en autarcie. Mais la question de l'eau, elle est fondamentale, étant essentielle comme élément moteur donc, du développement humain. On ne peut pas ne pas dialoguer sur ces questions-là afin de garantir une paix, mais également une sécurité pour les populations. Ce sont des exemples qui sont aujourd'hui que nous pouvons citer au niveau africain, au niveau international. L'exemple de l'organisation de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, vous l'avez d'ailleurs abordé, nous en venons dans le domaine aujourd'hui de la gestion des eaux transfrontalières. L'OMVS quand même constitue l'un des organismes internationaux qui ont fait progresser la coopération dans le domaine de l'eau et des investissements communs, vous l'avez d'ailleurs rappelé depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, comment également cela peut inspirer d'autres pays à travers d'autres pays, surtout sur le continent, à travers d'autres régions de l'Afrique, puisqu'on a vu dans d'autres régions africaines où la question de la gestion de ces eaux transfrontalières est souvent source de conflits. L'exemple de l'OMVS est quand même cité un peu partout. Je ne parle pas seulement en Afrique, mais au niveau international. Je pense que nous avons reçu au Sénégal plusieurs fois des délégations dans le cadre des coopérations bilatérales avec les pays que nous entretenons avec les autres pays au niveau mondial, pour voir un peu et venir s'inspirer de l'exemple de l'OMVS. On l'a cité un peu partout. Pour ne pas aller très loin, l'OMVS a inspiré même avec ses résultats, avec sa méthode d'organisation et de gestion, même la coopération au niveau des eaux souterraines. Aujourd'hui, on parle beaucoup de BASM, le bassin aquifère sénégalo-mauritanien. Ce sont des ressources en eau partagées, mais qui sont dans le sous-sol. Alors qu'aujourd'hui, nous voulons rendre l'invisible visible, un thème qui a été beaucoup développé avec le Forum mondial de l'eau Dakar et qui aujourd'hui a commencé à faire tache d'huile un peu partout en Afrique. Comment les gens se sont inspirés de l'OMVS pour également voir quelles sont les possibilités de coopération au niveau de cette ressource souterraine. Parce que aussi, ce qu'il faut souligner,
De la même manière, nous avons des cours d'eau partagés au niveau des eaux surfaces. De cette même manière, nous avons également des aquifères qui transcendent les frontières politiques donc, et géographiques. Alors, il faudra cette coopération. Je pense que l'OMVS et l'OMVSG ont inspiré les pays qui partagent, qui ont en commun ce qu'on appelle le bassin aquifère sénégalo-mauritanien, à mettre en place le bassin. Et aujourd'hui, le bassin est en train de faire de grands bons en avant et je pense que ça va aller. D'ailleurs, c'est l'OMVS, de par son expérience, et l'OMVG également, sa petite sœur, qui sont aujourd'hui, qui assurent le secrétariat de la mise en œuvre de ce qu'on appelle le bassin. Alors, au niveau de l'OSS également, l'Observatoire du Sahel et du Sahara, qui essaie de gérer ce qu'on appelle les eaux souterraines également, se sont beaucoup inspirés au niveau donc de l'OMVS. Et d'autres coopérations également. Aujourd'hui, nous participons beaucoup à améliorer et à arranger un peu les relations un peu conflictuelles qu'il y a entre l'Éthiopie et l'Égypte dans la gestion de l'Égypte et le Soudan. Voilà, donc voilà. Je pense que ce sont des exemples. De là, comme au niveau de l'OMVS, nous avons ce qu'on appelle une bonne pratique, la gestion commune des ouvrages. Par exemple, l'ouvrage de Diamant, l'ouvrage de Manantali, comment les gens sont parvenus avec une bonne ingéniosité à avoir ce qu'on appelle une gestion commune. Je pense que ça également, ça a inspiré d'autres parties du monde à pouvoir donc essayer de copier notre exemple et essayer D'où l'intérêt de partager ces bonnes pratiques-là pour permettre en tout cas d'inspirer ou bien à inspirer d'autres pays dans le cadre aujourd'hui de cette hydrodiplomatie-là. Et quels sont les défis contemporains selon vous? Quels sont les défis contemporains aujourd'hui auxquels sont confrontés cette gestion-là de ces eaux transfrontalières? Je pense on des défis, hein. Je pense on l'a parlé en début de l'émission, c'est le changement climatique. Parce que et l'autre aspect aussi, c'est par rapport à ce développement fulgurant du point de vue urbanisation. J'ai l'habitude de dire, je donne aussi des cours sur l'assainissement. Je disais auparavant, on a un robinet pour tout un ménage. Maintenant, on a 5 robinets par personne. Tout à fait. On avait dans la maison et ce robinet même était géré. C'est le chef de ménage qui avait la clé parfois. Si vous entrez aujourd'hui avec une chambre, salle de bain, vous avez le robinet, vous avez la chasse. Donc, au bas monde, on a 5 robinets par personne. Donc, on voit qu'en termes de demande de l'eau, elle a presque été multipliée par 5 ou par 10 à l'échelle individuelle. Et si on regarde aujourd'hui en termes de développement, aujourd'hui économique et social, on voit que la demande est en train d'augmenter. Alors que la ressource elle-même, elle est en train de régresser en termes de qualité. La pollution des eaux au niveau de surface, au niveau souterrain. Donc l'enjeu principal de tout ça, c'est par rapport à cette quantité et la qualité de l'eau. Mais est-ce que ce dont vous parlez n'interpelle pas sur un autre point, M. Gueye, à savoir une nécessité aujourd'hui d'aller vers cette sensibilisation sur l'économie et la maîtrise de cette ressource que représente l'eau? C'est fondamental dans ça, parce qu'aujourd'hui, on a un peu une méconnaissance de l'eau en général. Parce que les gens ont le contact de l'eau à travers le robinet. C'est-à-dire que c'est un peu le last miles de la chaîne hydrogéologique de l'eau depuis la source. Donc, dès l'instant que les gens se sentent qu'ils sont en lien direct avec l'eau, c'est lorsque le robinet ne coule pas. Donc, je pense qu'il y a une certaine sensibilisation à connaître de manière globale le cycle de l'eau. Quels sont aujourd'hui nos impacts à l'échelle de la maison, à l'échelle de l'industrie que nous avons sur un peu l'économie de l'eau? Quels sont plus ou moins l'impact de chacun, l'économie qu'il fera ou l'efficience qu'il fera sur un peu le cycle global de l'eau? Je pense que c'est un point important qu'il faudrait intégrer à l'échelle de la gestion de l'eau, à l'échelle communautaire, mais aussi à l'échelle des pays. Mais je pense que cette question de pénurie-là doit être un peu un point crucial dans la gestion de l'eau de manière globale. Ce qui fait aussi que dans les projections à venir, aujourd'hui, on dit que les guerres ou bien la troisième guerre mondiale de l'eau, il y a plusieurs auteurs qui ont théorisé là-dessus, ça viendra de l'eau. Donc, je pense qu'on doit aujourd'hui quand même avoir une politique d'efficience de l'eau, mais aussi en termes de technologie, parce qu'aujourd'hui, l'efficience, ça peut aller simplement dans le cadre de la sensibilisation, mais aujourd'hui, on doit aussi avoir aujourd'hui une technologie
qui doit nous permettre d'économiser l'eau. Ça commence à venir aujourd'hui par rapport aux robinets intelligents et autres, mais je pense que ça doit être aussi poussé en profondeur, d'où la question qu'on parlait aujourd'hui, plus ou moins, de la nécessité d'intégrer la recherche. La nécessité de faire recours autant pour moi à la recherche scientifique et également aux technologies pour plus d'efficience dans aujourd'hui l'usage de cette ressource-là. Et vous concernant, M. Fall, la question de la gestion et de la planification des ressources en eau, quelle place également pour la sensibilisation, puisqu'il l'a dit tout à l'heure, avant, on constatait aujourd'hui un robinet pour un ménage, et ce robinet était bien géré par les chefs de famille et autres, mais aujourd'hui, on constate 5 robinets pour chaque personne ou bien 4 robinets pour chaque personne. Comment aujourd'hui la sensibilisation peut contribuer à mieux gérer et maîtriser cette eau-là? Aujourd'hui, je pense que l'un des enjeux majeurs de la planification et de la gestion de la ressource en eau, c'est surtout la sécurité de l'eau. Surtout la sécurité, particulièrement de l'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, c'est vrai, avec les nouvelles technologies, avec l'énergie solaire, avec cette intelligence maintenant d'aller puiser de l'eau et de l'avoir chez soi, rend la question beaucoup plus difficile quant à sa gestion, surtout une gestion rationnelle et durable de la question de l'eau. C'est pourquoi la sensibilisation occupe une place fondamentale dans nos politiques de gestion. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je pense, et je fais partie de ceux qui croient, que pour mieux assurer une bonne gestion, une bonne sensibilisation, d'autant plus que la ressource, plus nous avançons, plus la pression démographique, plus les effets des changements climatiques, plus l'urbanisation galopante ont des impacts directs sur donc, la disponibilité de la ressource en termes de quantité et en termes de qualité. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait même intégrer dans nos curricula au niveau de l'éducation nationale, dès le bas âge, la question de l'éducation de la gestion de l'eau. C'est fondamental parce qu'il faudra que les jeunes ou bien les futures générations commencent déjà à intégrer cette idée-là dans leur esprit. Et je pense qu'en grandissant, on va comprendre que toutes les ressources sont disponibles pour le bien des populations. Mais il suffit qu'une seule des ressources manque et c'est la catastrophe. On peut manquer d'énergie, ça c'est difficile. On peut manquer d'autres choses. On peut négocier. Mais si l'eau manque sérieusement, je pense quand même que c'est le début de la fin de tout ce que nous voulons en termes d'harmonisation, en termes de développement, en termes de décence humaine. Je pense qu'il faudra, dans les écoles, du primaire jusqu'à l'université, commencer à intégrer ça comme étant une matière fondamentale pour que les gens puissent connaître davantage la compréhension et le sens de la gestion de l'eau. Parce que dans le passé, soit nos parents ou nos arrière-grands-parents, surtout dans le monde rural, ces populations pensent que l'eau, elle est là, c'est Dieu qui l'a mis ici, c'est pour tout le monde, donc on peut en faire tout ce que l'on veut. Alors également, de la même manière que l'énergie, de la même manière que le carburant, de la même manière que les autres ressources naturelles pour lesquelles les gens déboursent de l'argent ou bien gèrent d'une manière intelligente, l'eau est la ressource la plus importante et d'ailleurs la mieux partagée. Et constitue également une source qui peut être une source épuisable. Exactement. Et j'en reviens à la question de cette gestion des eaux transfrontalières. Il y a le fleuve Gambie également, si on peut le dire ainsi. Il y a l'OMVS, à côté de l'OMVS, on a aussi l'OMVG avec le fleuve Gambie qui prend sa source dans le Foot Djallon en République de Guinée, passe par le Sénégal et va se jeter dans la mer après avoir traversé la Gambie sur toute sa longueur, ce qui constitue aussi un exemple de gestion des eaux transfrontalières. M. Fall a largement développé d'ailleurs tout à l'heure sur la question, mais comment ces modèles aujourd'hui de coopération transfrontalière peuvent contribuer également au développement de ce qu'il convient d'appeler l'économie bleue? Je pense qu'ils sont pleinement dedans, que ce soit l'OMVS ou l'OMVG, parce que le modèle de ces organisations-là, c'est sur un peu le développement d'une économie à travers l'eau et que les États puissent partager la ressource, plutôt les bénéfices qui proviennent. Parce qu'il y a beaucoup de gestion qui est basée plus ou moins sur le partage de la ressource, mais là, c'est la mise en valeur de la ressource et le fait de partager les bénéfices qui proviennent de ces ressources-là. Et on voit que le modèle, que ce soit de l'OMVS ou l'OMVG, est plus ou moins basé sur ça. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la production de l'électricité avec le barrage de Sambangalou, qui quand même, aujourd'hui, je pense, on ressent
cette provision continue de l'électricité au niveau par exemple, du Sénégal, ça c'est des choses qu'on ressent et je pense que ces barrages hydroélectriques-là, ils jouent un rôle fondamental. Par rapport à l'économie verte, on a aujourd'hui des aménagements hydro-agricoles qui sont développés autour de ces fleuves-là, que ce soit le fleuve Sénégal, mais aussi le fleuve de la Gambie, et qui intègrent la communauté. Je pense que ce n'est pas une gestion de top-down, mais quand même aujourd'hui, on a une gestion concertée autour de cette ressource-là afin de produire un peu des bénéfices qui puissent partager entre les États, mais aussi l'intégration de la communauté et les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a même un mouvement de la jeunesse de ces organisations-là qui travaillent à conscientiser et sensibiliser aussi les populations riveraines sur la gestion de la ressource. Maintenant, il faut peut-être aller au-delà de ça, développer vraiment une économie circulaire autour de ça, qui puisse aussi sous-tendre le développement socio-économique de nos pays ou les pays qui partagent cette ressource-là. Ça, c'est des modèles qui sont déjà développés et l'utilisation aussi efficiente de cette eau-là doivent être intégrées dans cette démarche-là. Si on prend aujourd'hui l'agriculture qui prend presque 70% de l'eau, bon, on peut dire aussi la manière dont l'irrigation est utilisée peut-être peut ne pas être considérée efficiente, mais dans cette économie, développement de cette économie verte-là, on doit intégrer à la fois cette approche de l'utilisation efficiente de l'eau, comme je disais auparavant, dont la limite de la disponibilité de la nécessité d'une utilisation efficiente de l'eau, et dans le cadre de cette utilisation efficiente, il y a également les Nations Unies qui prévoient d'organiser en 2026 une conférence internationale ou la conférence internationale sur l'eau prévue en 2026. Selon vous, M. Fall, quels enjeux aujourd'hui d'une telle rencontre des Nations Unies sur la question de la gestion de cette ressource-là que représente l'eau? Je pense que c'est une excellente opportunité pour le Sénégal de co-organiser cette conférence internationale sur l'eau avec les Émirats arabes unis. Je pense que c'est une question sur laquelle M. Gueye travaille beaucoup avec M. Diatta et l'ensemble des parties prenantes du ministère, parce que c'est également, je pense, c'est pas est-ce que le Sénégal est en train de mesurer l'impact que cela fait au niveau international de faire converger tous les regards du monde en un instant, en 2026, alors que c'est le Sénégal qui est au top de ça, avec l'un des pays les plus développés au monde. Je pense que c'est une importance capitale et les enjeux sont importants. Surtout au niveau de la diplomatie. On parle de diplomatie, mais aujourd'hui, je pense que s'il y a des secteurs au niveau desquels la diplomatie du Sénégal est en train de faire des efforts, je pense que le secteur le plus important aujourd'hui où le Sénégal est quand même d'ailleurs, c'est au niveau de cette... Dans le domaine de l'eau, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le domaine de l'hydrodiplomatie, le Sénégal s'est beaucoup fait distinguer, a fait beaucoup également de résultats dans ce domaine. Exactement. J'aimerais interpeller M. Gueye juste avant la fin de cette émission. Pour la période 2025-2027, il y a le Sénégal qui assure d'ailleurs la présidence du Conseil des ministres africains chargé de l'eau, AMCO en anglais, un mandat assuré par le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Déjà, vous, je rappelle que vous êtes conseiller technique d'ailleurs du ministre. Aujourd'hui, quelles sont les priorités du Sénégal pour ce mandat, pour permettre davantage au continent de peser sur l'agenda international de l'hydrodiplomatie? Merci. Puis vous promettez, je voudrais juste revenir rapidement sur la conférence des Nations Unies qui est aussi plus ou moins, c'est la troisième de sa nature. Hein. Entre la première et la deuxième, je pense qu'il y a eu plus de 40 ans. Et après que la deuxième est organisée, le Sénégal a initié une résolution pour que ces débats au niveau international puissent soit ou moins pérennisés. Et c'est à la suite de cette résolution-là que cette conférence qui va être organisée en 2026 aux Émirats arabes va être organisée. Mais avant ça, il y a aussi une grande réunion de haut niveau qui va être organisée à Dakar en fin 2025, début 2026, pour pouvoir plus ou moins donner les grandes réflexions qui vont sous-tendre un peu ce débat au niveau international, mais réfléchir aussi sur les... C'est une des priorités du Sénégal pour son mandat de 2 ans à la tête de l'AMCO avant qu'on termine cette émission. La priorité, c'est déjà de fortifier, j'allais dire de faire de sorte que la voix de l'Afrique soit unie.
autour de la question de l'eau. Je pense que ça, c'est un des mandats forts que monsieur le ministre va Faire porter. de sorte à ce que la voix de l'Afrique soit unie et bien entendue à l'international, surtout sur la question de l'eau à travers l'hydrodiplomatie. Malheureusement, M. Gueye, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que M. Amadou Gueye, vous êtes expert en eau et assainissement, également chercheur. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation et ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci. Merci également à votre co-débatteur, M. Eliman Abdoul Fall. Vous êtes expert en gestion des ressources en eau. Également un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci, M. Sow. Je pense que c'est à nous de vous remercier pour cette belle opportunité. Tout l'honneur, mes choix. Merci également à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.